comme au premier jour, parce que ça se renouvelle en permanence. Bonjour Arthur. Bonjour Benoît. Arthur Canas, cofondateur de l'agence Heaven. Est-ce que tu peux, pour commencer, nous expliquer ce que fait Heaven et quel est ton job exactement au sein de l'agence? Ok, moi je m'occupe de l'agence Heaven que j'ai fondée avec quelques amis il y a maintenant 17 ans. Donc ça fait très longtemps. Belle histoire. Une belle histoire, tout au début du web. Ouais. Et Heaven, c'est une agence de digital, de publicité. Donc on accompagne les marques sur toutes leurs opérations digitales, social. Et maintenant, au-delà du digital, puisqu'en fait ce qui compte chez nous, c'est la culture du digital et la culture des cibles, des comportements digitaux. Et donc aujourd'hui, ça peut aussi dépasser le web. Voilà. Okay. On est 80 personnes juste à côté d'ici. Super, et je rappelle qu'on est au Partech Shaker, dans le centre de Paris. Alors, maintenant qu'on a le point d'arrivée, on va vers le départ. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu où tu es né, dans quel contexte, qu'on ait une vue un peu de qui était Arthur Canas au tout début de l'histoire? Ok, pas de problème, je vais parler de ma vie alors. C'est ça, c'est le but. Je suis né à Paris dans un très bon contexte. Okay. Mes parents sont psy pour mon père et étaient responsables de la langue française chez Larousse pour ma mère. Donc j'ai été dans un monde de mots, que ce soit côté psychiatrique ou côté lexicographie, avec des personnes fort sympathiques, des parents très sympathiques et exigeants sur ce qu'ils faisaient dans leur vie. Et j'ai eu une très belle enfance avec ma sœur, voilà, j'ai fait plein de choses sympas, très bon contexte à Paris. Très bien. Ouais. Là, tu fais des études peut-être? Alors peut-être est le bon mot. J'ai pas été vraiment un élève extrêmement sérieux, assidu. Il faut pas que mes enfants écoutent ce podcast. Il faut être très sérieux à l'école. Avant qu'ils... Voilà, donc ça, il faut couper au montage. Pour eux, en tout cas, pour une version safe for kids. Non, j'ai fait des études normales, scientifiques pour la partie lycée. Et ensuite, j'ai un peu été à tâtons sur ce que je voulais faire. J'étais pas à l'aise à l'université. J'ai fait 2 ans de médecine, enfin 2 fois la première année. De médecine après le bac. Je pense que le métier de mon père me plaisait bien, la relation, discuter avec lui dans la thérapie familiale, donc résoudre des problèmes familiaux, contact les discussions. Humain, très fort. Et déjà les conversations, ce qui va constituer finalement le cœur du métier d'Heaven quelques années plus tard. Donc j'ai fait 2 fois une année de médecine. Je crois que honnêtement j'ai dû aller 10 jours en cours sur les 2 ans. Bravo. Parce que j'avais une passion depuis déjà le collège qui était les jeux vidéo. Donc je suis un joueur invétéré depuis trop d'années pour s'en souvenir. Et on a passé, au lieu d'aller en cours, c'est pareil, il faudra le couper au montage pour mes enfants, on a passé énormément de temps à jouer aux jeux vidéo, aux grandes dames de mes parents. Qui ne voyaient pas ça d'un bon œil pour préparer le concours de médecine, ce que je peux comprendre. Oui, la corrélation était assez limitée, quoi. Voilà, donc beaucoup de jeux vidéo, le contact avec les ordis entre 13-15 ans. Et puis ensuite, 2 ans de médecine, donc ça n'a pas fonctionné, je n'ai pas été pris au concours. Et ensuite, j'ai fait des études qui m'ont beaucoup plus plu, qui sont des études de droit. Et intellectuellement, ça m'a bien plu. Encore une fois, l'analyse des textes, la capacité à s'exprimer, l'esprit de synthèse. Comprendre la profondeur. Comprendre la psychologie des juges sur certains arrêts. Un contexte qui m'a plu, mais finalement dans lequel je n'ai pas eu envie de me projeter professionnellement. Puisque j'avais toujours cette passion du jeu vidéo et une autre passion aussi qui est la musique. Je suis musicien. Enfin, très petit niveau, mais voilà, je fais du piano. Et donc, entre les jeux vidéo et la musique, j'avais décidé de faire de la musique pour des jeux vidéo. Je me suis dit, être un bon truc. Je vais concilier. Et finalement, pendant les études de droit, j'étais vendeur dans un magasin de jeux vidéo en plus, chez Micromania. Et donc là, ça m'a vraiment intéressé cette expérience de vente. Oui. Encore une fois, contact client,
et puis comprendre comment fonctionne une entreprise, être déjà dans le métier en fait, versus les études. Et ensuite, donc j'avais décidé de faire les salons du jeu vidéo, donc pour aller me renseigner, les salons professionnels. Okay. Et au cours d'un salon à Londres, j'ai croisé... Donc à l'international, tu allais... Voilà, Los Angeles et Londres, pour aller voir les salons. Ça intéressait Micromania que je le fasse. Bon, mes profs de droit, je suis pas sûr qu'ils étaient vraiment concernés, mais en tout cas, donc j'étais expert en fait sur ces secteurs. Et au cours d'un voyage à Londres, j'ai rencontré dans un train un mec qui avait un projet de jeu vidéo. Et on a décidé de faire quelque chose ensemble. Et puis, une rencontre complètement fortuite comme ça. Ah oui, complètement fortuite, super sympa. Et finalement, quelques mois plus tard, on lui propose à lui un job de PR dans la filiale française d'une boîte américaine qui s'appelle Edelman, une grosse boîte PR mondiale. Et il ne peut pas prendre le job parce que lui lance son projet de jeu vidéo. Et il m'appelle, il me dit tiens, j'ai un rendez-vous d'embauche, si ça te branche, vas-y. Je connaissais rien au PR, mais c'était pour participer au lancement de la division jeux vidéo de Microsoft. Ah. Et donc en 97, je fais mon rendez-vous chez Edelman et je suis pris. Et je suis pris. Là, tu commences à concilier ta passion avec ce qui est devenu finalement ta vie. C'est là où tu fais ce premier pas dans l'environnement communication. Communication, jeux vidéo, ouais. Et digital qui va arriver très vite puisqu'on est en 97 et que voilà, le web va se mettre en place. Exactement. Ouais. Donc en 97, je rentre chez Edelman et c'est d'ailleurs le seul entretien d'embauche que j'ai passé. Et ensuite, chez Edelman, en 98, un an plus tard, je montais Edelman Interactive avec des collègues d'Edelman pour sensibiliser tous les consultants à l'ordinateur et au multimédia déjà. Et je me souviens très bien de ce moment-là parce que j'ai proposé de faire des séminaires d'entreprise sur le bouton droit de la souris. Ah oui. Pour expliquer comment on peut se servir du bouton droit sur un ordinateur pour gagner de précieuses secondes qui deviennent des minutes. Voilà, et donc j'ai fait de la formation pour les équipes et j'ai, avec mes collègues, pris en main la digitalisation très gentille à l'époque des équipes. Et ensuite la confiance de la boss d'Edelman qui voit qu'aux États-Unis, Edelman lance Edelman Interactive, que nous on commençait un petit peu à le faire, et décide de m'envoyer avec mes deux collègues interactifs à Chicago pour faire partie des champions digitaux d'Edelman. Dans lequel elle t'envoie à Chicago, c'est-à-dire que tu as déménagé à Chicago? Non, c'était 15 jours, 3 semaines, un genre de sommet du digital Edelman, parce qu'au niveau mondial, Edelman voulait appuyer sur le digital. On y va, on se rend compte qu'on sait déjà beaucoup de choses, et on revient avec une conviction qu'on ne va pas avoir la même approche que les États-Unis, qui eux allaient vers la production de sites internet, alors que nous on voulait faire passer le métier des PR sur le digital. D'accord. Donc comment on gérait les conversations, etc. Et donc ça va créer le Edelman Interactive France avec cet ADN-là. Et en 2000, il y a un choc financier international avec les agences de com qui se portent mal parce qu'elles ont accompagné des startups. On se souvient de la bulle. Les robinets qu'on coupe, c'est... Exactement. Et puis ils avaient aussi des honoraires qui étaient en equity. Bref, quand les startups se sont tankées, les premières générations de startups se sont tankées aux États-Unis, ça fait beaucoup de mal aux agences de communication. On nous demande de faire des efforts de guerre et de licencier des gens dans notre équipe de 5. On rechigne, même si dans notre BP, on perdait des thunes sur la première année. Mais on participe à l'effort de guerre, ce qui est pour nous une expérience forte et fondatrice, puisqu'on a depuis réembauché la personne dont on avait dû se séparer. On avait déjà créé Even à ce moment-là. Edelman Interactive était devenu Even au sein d'Edelman. Okay. On avait changé le nom pour aller être plus marketing et quitter vraiment le métier PR. Okay. Et on décide sur une deuxième vague de licenciements exigés par le groupe mondial. On propose de baisser nos salaires à la place de virer des gens. Et c'est refusé. C'est refusé par la direction internationale. Et donc on dit, donc on s'en va. D'accord. Et à ce moment-là, on a racheté Even. Ok, donc là vous prenez votre indépendance. On prend notre indépendance, on reste dans les locaux d'Edelman en tant que locataire. Okay. Et on poursuit notre bonhomme de chemin en indépendant. Et sur le principe de l'agence bouche à oreille. À l'époque, pas de blog, hein. Des sites perso, vraiment, on était les forums, les chats, l'IRC, c'était
Voilà, les conversations étaient dans des endroits un petit peu cachés. Tu es encore assez jeune dans cet écosystème, dans ce métier. Et là, tu te retrouves à racheter une boîte, à participer à l'indépendance d'une boîte qui était rattachée à un grand groupe, qui était peut-être aussi un peu un tuteur pour toi dans ton apprentissage. Là, tu sautes sans réfléchir, sans... T'étais pas tout seul, mais... Non, j'étais pas tout seul, mais c'est vrai que moi, je suis pas né entrepreneur. Ouais, d'accord. Voilà. C'est sûr. Je m'étais toujours dit que je voulais pas faire un parcours académique, mais je suis pas né entrepreneur. Mais par contre, ce qui m'intéresse, c'est de faire changer les choses là où je me trouve. Okay. C'est ce que j'ai fait chez Edelman, à mon échelle. Oui. Et là, l'envie de continuer le digital, c'est ça qui m'a mu à ce moment-là. Donc grosse croissance d'Even derrière. Et on est très précurseur. Ça n'existe pas en fait sur le marché des agences interactives sur la conversation. Oui, il y a des agences de prod de sites internet, mais il n'y a pas vraiment de gens qui s'intéressent aux conversations, au bouche à oreille à ce moment-là. Et donc c'est vraiment notre terrain de jeu. Et on va avoir un événement fondateur chez Even qui est le gain de Xbox. Et donc mon client Microsoft de chez Edelman, on va l'accompagner sur le lancement de la Xbox en France. Avec un principe qui est que nous on avait appelé montons la résistance, organisons la résistance, qui était d'aller repérer sur internet les quelques fans d'Xbox qui existaient bien avant son lancement, pour en faire un réseau de sites internet amateurs hyper musclé au moment où la console arrive. Et ça, c'est fondateur, bon déjà c'est assez précurseur sur le marché à cette époque-là, et c'est fondateur pour Even parce que c'est les premiers programmes relationnels long terme avec des influenceurs qui naissent en 2000, 2001, et on a fait ça 7 ans. Et ça a été très relationnel et très marketing aussi, puisque on a participé à la professionnalisation de ces sites en leur mettant à disposition des développeurs, des designers, en mettant un XITI, un tracker de sites et d'audience qui nous permettait d'avoir une audience portail sur l'ensemble des sites, et ensuite aider Xbox à valoriser ce réseau de supporters auprès d'éventuels partenaires en marketing. Et donc ça a duré des années, et ça nous a même conduit à créer la première régie d'influenceurs en France qui s'appelait Influence, en 2005-2006, pour représenter les intérêts des gens qui produisent du contenu sur Internet. Et on va représenter très tôt Loïc Lemer, Dailymotion, Romain Collin, Fubiz, Anne Fan, Journal du Geek, Comme un camion, Serge, Garance Doré, enfin tous les gens qui sont devenus ensuite des super top influenceurs dans leur domaine. Et on va se poser la question de qu'est-ce que c'est un métier d'agent, quelle charte pour les prêts de produits, etc., quelle charte on crée, comment on les accompagne face aux marques, face aux annonceurs. Le deuxième truc fondateur d'Even, c'est une réflexion stratégique, et pour moi aussi, puisque j'y participe, c'est un brief Microsoft, encore une fois, sur le portail MSN. C'est un marqueur sur ton parcours. J'ai travaillé 14 ans ou 15 ans avec Microsoft, donc c'est une relation. Et aujourd'hui, tu joues sur PlayStation 4 ? On a fait Microsoft, Xbox et après PlayStation. Voilà, donc on est open. La boucle est bloquée, J'ai toutes les consoles, donc il n'y a pas de jaloux. Mais ce qui était intéressant en digital, c'était de se dire, ils nous briefent sur le portail, sur la chaîne femmes, pour les aider à mieux monétiser cette chaîne. Et nous, on fait un audit et on se dit, entre nous, et puis je pense que c'est un peu ce que le public pensait à ce moment-là, c'est que le portail MSN n'était pas super, mais qu'il y avait un truc qui était classe chez MSN, c'était MSN Messenger. Et que Messenger, ça allait taper vraiment partout. Et donc nous, on propose de mettre tous les moyens du marketing du portail sur le client de messagerie. Avec le courage d'un des boss de Microsoft à l'époque, on le fait. Et on progresse énormément sur le marketing à la performance, l'acquisition à ce moment-là qui n'existait pas, pour faire passer Messenger de 650 000 comptes à 20 millions de comptes en France en 3-4 ans. Donc c'est la deuxième branche forte dans ma spécialité et pour moi, c'est la recherche de la performance, l'exécution, la capacité à mesurer, quoi. Donc après 17 ans, c'est... Ouais, je suis toujours passionné. Comme au premier jour. Ouais, je pense. Ouais. Comme au premier jour, parce que ça se renouvelle en permanence. Voilà. Mais après, j'ai pris le goût de fonder des nouvelles choses. D'accord.
Et parce que dans l'histoire d'Even, on a lancé cette régie influence, on a fait beaucoup de R&D, on a développé des outils et je me suis petit à petit beaucoup intéressé au milieu des startups. Donc ça c'est quelque chose que je regarde personnellement de manière... Dans quelle dimension pour toi-même t'impliquer à un moment donné, peut-être dans une étape suivante, dans une start-up? Pour l'instant, je fais du mentorat pour l'instant. D'accord. Voilà, okay. Donc j'accompagne les startups dans un programme Onuma avec des gens super. Et je regarde. Je pense que les nouvelles idées, c'est un petit peu aussi ce qui m'a mû au fur et à mesure des années et qu'à force de bien connaître Internet, j'en ai quelques-unes dans la besace, quoi. D'accord. Un autre pan de ma vie qui est très important, c'est que j'ai 4 enfants maintenant. Ouais. Et je suis fasciné par leur manière d'utiliser le digital. Et ça façonne aussi notre manière de faire du marketing. Ouais, mais du coup, c'est quelque chose qui est important pour toi. C'est un peu ce qui te ramène aussi sur ces sujets-là, de voir tes enfants évoluer dans cette dimension. Tu veux voir vraiment dans l'univers dans lequel ils vont se retrouver ou... Oui, je pense que ça plusieurs choses. Ça responsabilise dans notre manière de faire le marketing. Et du reste, on a lancé, nous, une conférence qui s'appelle Born Social pour les comportements des moins de 13 ans sur Internet, qui existent sur les réseaux sociaux alors qu'ils ne sont pas censés y être. Et on évangélise cette responsabilité. Et ça, c'est un autre truc d'Even aussi, je pense, c'est d'être responsable sur le marketing. Et quand je dis Even, ça vient de moi et de mes associés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une agence ou une entreprise, ça reflète les valeurs des boss. Ah ouais. Donc ça fait partie de mon ADN et du coup de celui de l'agence, que d'être responsable dans ce qu'on fait. Tu nourris cette passion, cette envie de creuser dans ces... Carrément. Nouvelles choses, des nouveaux comportements, l'envie aussi de... Ça fait quand même longtemps que je suis sur Internet, de résister à un web trop dominé. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est important pour moi. Et quand j'ai des prises de parole, on est toujours vigilant sur ce qui est en train de se passer sur le marché, avec vraiment une polarisation du pouvoir du web sur un tout petit nombre d'acteurs américains pour la plupart. Et donc ça, c'est un autre truc qui me préoccupe à titre personnel et opérationnellement aussi, dans ce qu'on peut recommander à nos clients de faire. Merci beaucoup. C'est très intéressant d'avoir ce parcours marqué de communication, parce que tu l'as expliqué, hein, dès petit, tu faisais ça, et même si tu ne te voyais pas forcément rejoindre cette branche-là, finalement, tu as trouvé ton épanouissement. Ça va, on éclate. Super, écoute, merci beaucoup. Pas de souci.